Accrochez-vous bien les amis, un objet dérive dans le système solaire entre la Terre et Mars et personne ne sait exactement ce que c'est. Il est à peu près aussi grand qu'une maison individuelle et effectue une rotation sur lui-même toutes les 5 minutes. Maintenant, des scientifiques affirment que cet objet n'est pas un objet naturel, mais bien une sonde spatiale artificielle. Si ce genre de sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Ça ne te coûte qu'un clic, mais ça m'aide énormément. Et pour ceux déjà abonnés, vous pouvez apaiser l'algorithme de YouTube avec un pouce bleu. 5000 mentions j'aime devraient me faire l'affaire. Merci beaucoup, les amis. Alors, que se passe-t-il là-haut dans l'espace? En 1998, des astronomes ont découvert un petit objet nommé 1998 KY26. On dirait que les scientifiques se sont endormis sur leur clavier, mais ce qui se cache derrière ce nom est tout sauf ennuyeux. L'objet se déplace sur une orbite entre la Terre et Mars, mesure environ 11 mètres de diamètre et tourne à une vitesse vertigineuse. Une fois toutes les 5,3 minutes. On sait que la Terre met 24 heures pour effectuer une rotation complète sur elle-même, mais la rotation est encore la chose la plus anodine concernant cet objet. Son orbite est bien plus étrange. KY26 appartient à une classe d'objets que les scientifiques appellent les comètes sombres. Ce sont des corps dont l'orbite est influencée par ce qu'on appelle une accélération non gravitationnelle. Quelque chose les freine ou les pousse et ça ne s'explique pas uniquement par la gravité. On connaît ce phénomène chez les comètes normales. Quand le Soleil fait s'évaporer la glace à l'intérieur, ça crée un jet de gaz qui pousse l'objet légèrement dans une autre direction, comme un petit propulseur de fusée. Les comètes ont une queue, une enveloppe lumineuse de gaz et de poussière, ce qu'on appelle une chevelure. Mais KY26 n'en a pas. Pas de queue, pas de chevelure, pas de gaz, rien. Mais il se comporte comme une comète. Mais il n'en a pas vraiment l'air. C'est l'énigme qui préoccupe la science depuis sa découverte, et désormais, les indices s'accumulent en faveur d'une origine non naturelle. L'agence spatiale japonaise JAXA a compris à quel point cet objet est intéressant et y envoie sa sonde spatiale Hayabusa 2. Tu connais peut-être Hayabusa 2, elle a déjà prélevé des échantillons de l'astéroïde Ryugu qui ont ensuite été ramenés avec succès sur Terre. L'une des missions spatiales les plus célèbres de ces dernières décennies. J'ai discuté de toute cette thématique des astéroïdes et des comètes avec le scientifique de l'ESA, le docteur Michael Kuipers, chercheur de comètes à plein temps. C'est pas génial ça? Et je l'ai interrogé sur la différence entre les missions vers les astéroïdes et les comètes. Pourquoi se donner la peine de chercher une comète si particulière? On pourrait tout simplement choisir un astéroïde, et il y en a des tas. Dans le système solaire interne, on en trouve à l'appel à peu près. Ouais, oui. Et ils sont bien plus faciles à atteindre. Et on en a déjà vu un certain nombre. Mais les astéroïdes, contrairement à ces comètes, ont subi de très fortes transformations. D'une part, ils sont plus proches du Soleil, donc la chaleur provoque davantage de changements. Et d'autre part, les astéroïdes, qui viennent surtout de la ceinture d'astéroïdes, ont connu de nombreuses collisions au fil du temps et ont donc beaucoup évolué au cours des âges. On n'y voit donc plus vraiment le matériau tel qu'il était au moment de sa formation initiale. Oui, et pour Hayabusa 2, la nouvelle cible est donc KI-26. Arrivée prévue en juillet 2031. Et quand la sonde y arrivera, elle pourrait faire une découverte assez surréaliste. Le planétologue Tony Santana-Rose, qui a réévalué l'objet l'année dernière, a découvert des choses très étranges et déclare « L'objet est complètement différent de ce à quoi on s'attendait. Il est beaucoup plus petit, tourne 2 fois plus vite et est nettement plus lumineux. » Plus lumineux que prévu. Les rochers dans l'espace sont généralement sombres car ils absorbent fortement la lumière du Soleil. KY26 en revanche réfléchit la lumière de manière inhabituelle. Son albédo est d'environ 0,52, ce qui est extrêmement élevé. Des surfaces métalliques comme celle d'une sonde spatiale pourraient expliquer ça. Et c'est là qu'interviennent les auteurs d'une nouvelle étude, car un groupe de recherche de l'Initiative pour les études interstellaires de l'Université de Harvard avance une hypothèse qui en jette. KI-26 n'est pas du tout un astéroïde naturel. Ce pourrait être un objet artificiel, une sonde spatiale artificielle. Mais on peut couper la musique de X-Files, car on ne parle pas ici d'une sonde extraterrestre, mais d'une sonde soviétique disparue, ce qui n'est pas moins étrange. Son nom, Phobos 1.
Le 7 juillet 1988, les soviétiques ont lancé la sonde Phobos 1 en direction de Mars. L'objectif était, comme son nom l'indique, la lune martienne Phobos, un projet extrêmement ambitieux à l'époque. Avec ses quelques 6200 kg, la sonde était l'une des sondes spatiales interplanétaires les plus lourdes jamais envoyées dans l'espace. Mais à peine 2 mois après le lancement, une erreur s'est produite qui compte parmi les pannes les plus curieuses de l'histoire de l'astronautique. Un contrôleur au sol a envoyé une séquence de commandes erronées à la sonde. Un seul tiret mal placé dans une seule commande a suffi pour désactiver les propulseurs d'attitude. La sonde n'a plus pu orienter ses panneaux solaires vers le Soleil. Plus de courant, plus de contact, Phobos en était perdu. Quelque part dans le no man's land entre la Terre et Mars à cause d'un simple trait d'union erroné. Tout programmeur chevronné parmi vous peut sans doute très bien comprendre cela. Mais que s'est-il passé ensuite ? C'est exactement ce que se demandent les auteurs de la nouvelle étude. Leur réponse ? La propulsion autonome de la sonde s'est peut-être activée après la perte de contact. Par inadvertance ou à cause de signaux résiduels dans l'ordinateur de bord. Peu après, le 22 septembre 1988, l'Observatoire européen austral a tenté, à la demande de Moscou, de localiser Phobos à l'endroit prévu. En vain, la sonde n'était pas là où elle aurait dû être. On soupçonnait alors qu'un allumage involontaire du propulseur l'avait fait dévier de sa trajectoire. Les chercheurs ont maintenant vérifié cette hypothèse à l'aide d'un logiciel moderne de calcul de trajectoire. Le résultat est remarquable. Selon l'étude, les trajectoires et les positions de Phobos peuvent s'accorder avec celles de KY-26 si l'on suppose 2 changements de vitesse. Une première poussée peu après la perte de contact en septembre 1988 et une deuxième en mai 1996. Les auteurs écrivent « Nous avons découvert que 2 manœuvres de propulsion avec un delta-mare combiné de 1,9 km par seconde permettent de faire coïncider les trajectoires et les phases des 2 corps, avec un écart aussi infime que tu veux dans l'espace de phase à 6 dimensions. En d'autres termes, si la sonde avait mis le feu 2 fois, elle aurait atterri mathématiquement exactement là où se trouve aujourd'hui KY-26 et les réserves de carburant de Phobos auraient même suffi pour ça, vu que la mission a été interrompue quelques semaines après le lancement et que les réservoirs étaient encore presque pleins. Les autres caractéristiques correspondent aussi très bien. KY-26 mesure environ 11 mètres, Phobos 1 avait une envergure d'environ 10 mètres avec ses panneaux solaires déployés. Et les fluctuations extrêmes de luminosité observées lors de l'observation de l'objet suggèrent une forme très allongée. Donc pas un rocher sphérique, mais quelque chose avec des bras étendus. Exactement comme une sonde spatiale équipée de panneaux solaires. L'étude résume la combinaison d'un albédo élevé, d'un diamètre de 11 mètres et d'une période de rotation de 5,35 minutes suggère un petit objet monolithique robuste, tel que le serait la sonde Phobos 1. Les chercheurs eux-mêmes soulignent que tout cela n'est pas encore prouvé. L'étude est ce qu'on appelle un pré-publication et n'a pas encore été évaluée par d'autres scientifiques. La majorité des spécialistes partent encore du principe que KY-26 est un corps naturel. Il existe des reconstructions 3D de l'objet réalisées à l'aide de l'IA qui suggèrent plutôt une forme irrégulière, typique d'un astéroïde. Et pourtant, les auteurs ont énuméré plusieurs indices qui vont tous dans le même sens. Taille, luminosité, forme, orbite, capacité en carburant. On saura si c'est vrai en 2031. Hayabusa 2 sera alors sur place. Et imagine un peu ça, une sonde spatiale japonaise atterrissant sur une sonde spatiale soviétique qui dérive, oubliée, à travers le système solaire depuis près de 40 ans. Ce serait la chose la plus étrange, la plus poétique et la plus absurde que l'histoire spatiale ait vue depuis longtemps. Et d'une certaine manière, je trouverais ça magnifique. Dans la recherche sur les astéroïdes et les comètes, de nombreuses autres missions passionnantes sont prévues d'ici là, comme le docteur Kuipers me l'a rapporté. Quels autres projets devrions-nous avoir en tête ? Nous venons de parler de Rosetta, c'est déjà terminé. Comète Interceptor, qu'avons-nous d'autre ? Oui, alors nous venons aussi de mentionner Hera. Oui. Et puis nous avons comme mission de suivi de Hera, ou dans la mesure du possible, une copie de Hera que nous étudions via Ramsès, et si elle est entièrement financée, à la fin du mois, lors de la conférence ministérielle, elle accompagnera Apophis quand il passera en 2029 à environ 30 000 km de la Terre. Il y a d'abord Ramsès elle-même, qui orbiterait autour de l'astéroïde. Et il y aurait à nouveau 2 CubeSats, des microsatellites de 30 par 20 par 10 cm, et l'un d'eux aurait un radar pour en examiner l'intérieur. Et pour l'autre, il est prévu qu'il atterrisse avec un sismomètre comme instrument principal. C'est fou. C'est prévu pour quand le survol alors ? Oui, pour le survol, donc le lancement serait en 2028, vers avril ou mai, et le survol d'Apophis aura lieu en avril 2029.
Je vous tiendrai bien sûr au courant dès qu'il y aura de nouvelles découvertes. Peut-être qu'en 2031, quand Hayabusa arrivera, nous ferons même un petit direct. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne rien manquer. Et n'oubliez pas le pouce bleu pour que nous puissions dépasser les 5000 likes. Oui, et dans le monde de la science, il s'est passé encore plus de choses passionnantes cette semaine. Et la nouvelle la plus folle concerne Ötzi, la célèbre momie des glaciers des Alpes. Et voilà que des scientifiques ont découvert quelque chose de vivant en lui. Quelque chose qui vit et se développe encore. Et le plus fou, c'est que les scientifiques l'ont mangé. Tu trouveras tout sur cette histoire dingue et plein d'images originales passionnantes d'Ötzi dans la vidéo en haut à droite. En bas à droite, comme d'habitude, un autre sujet autour de la science et de l'espace. Et sinon, je dirais qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus les amis!